tous ceux qui sont en train de se connecter sur ce webinaire. Le temps que tout le monde nous rejoigne, j'en profite pour faire quelques rappels de principe, hein. En tout cas, merci aux très nombreux participants de s'être inscrits sur cette session-là. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre de e-symposiums qui sont organisés à la suite des Journées nationales de formation sur les DM qui ont eu lieu à Lille cette année en 2024 et qui auront lieu en 2025 à Bordeaux, à peu près sur la même période. Je vous rappelle également qu'il y a au total 9 symposiums cette année. À peu près la moitié sont déjà passés, et puis ça va se dérouler sur cette semaine et la semaine prochaine. C'est un symposium qui est, comme les autres, enregistré et qui sera rediffusé d'ici une semaine et 10 jours sur la chaîne YouTube d'Eurofarmat. Donc vous pourrez à loisir le revoir ou le voir pour ceux qui n'auront pas pu se connecter à la session. Concernant les questions éventuelles, n'hésitez pas à en poser, mais le seul moyen pour vous de poser vos questions, ce sera sur le chat, et puis ça sera géré par nous, notamment sur la session de réponse aux questions qui aura lieu à la fin de l'intervention des 3 intervenants, puisqu'effectivement, on va intervenir l'un après l'autre en continu, et ensuite on passera à la session des questions. Donc, concernant ce symposium, c'est effectivement la présentation principalement par Vincent Payet et Olivier Arsac d'une proposition originale de la société Medtronic d'un accompagnement logistique. Et puis, donc, ça ouvre à des perspectives assez originales dans ce domaine-là. Donc, on aura une 50aine de minutes de présentation et ensuite, on passera à la session des questions. Voilà, on va attaquer sur la présentation. Donc, en ce qui me concerne, Olivier Sellal, je suis pharmacien au CHU Nantes. Je vais vous présenter d'abord le contexte du CHU Nantes avant de pouvoir ouvrir la thématique. Alors, comme c'est une thématique un peu originale, ne soyez pas étonnés, à la fin de mon intervention, vous aurez un questionnaire auquel vous répondrez par le biais du chat et qui permettra d'alimenter un petit peu mieux la présentation qui se fera ensuite. Donc, effectivement, il s'agit de la logistique hospitalière, d'une gestion intégrée de la logistique hospitalière, des dispositifs médicaux, dans le cadre d'une division particulière de Medtronic sur la supply chain. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc, pour présenter un petit peu le contexte par rapport à l'établissement dans lequel j'exerce, hein, c'est un établissement d'assez grande taille, hein, puisqu'il s'agit d'un CHU qui est en train d'évoluer d'ailleurs vers un gros projet hospitalier qui va bientôt voir le jour. Donc, on a déjà des contraintes logistiques qui sont liées au fait que c'est un CHU qui se répand ou qui se répartit sur une vingtaine de sites hospitaliers. Donc, d'emblée, on imagine bien les contraintes logistiques que cela impose. C'est un établissement d'à peu près 3200 lits, dont 1700 MCO, 12 000 employés. On a la chance d'avoir une plateforme logistique que vous voyez ici en photo, qui est le siège de la pharmacie centrale, mais aussi du magasin général. Donc, de ce côté-là, on est plutôt assez optimisé, et sachant que c'est une plateforme logistique qui a des capacités d'extension en termes de surface. On a des relations en termes d'approvisionnement avec 2400 fournisseurs, dont 650 de produits de santé. 2400, c'est pour la totalité du CHU. Et puis, concernant les dispositifs médicaux, on gère à peu près 37 000 références de dispositifs médicaux consommables pour environ 65 millions d'euros par an. Quand on parle de flux logistique, hein, on peut notamment l'imager par l'aspect du nombre d'unités délivrées, hein, qui représente plus de 40 millions d'unités envoyées. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point les hôpitaux les plus actifs, qui est l'hôpital Guillaume et René Laennec, complètement en haut à gauche, on a une bonne dizaine de kilomètres, et tout le reste se répartit sur un rayon relativement important. Une diapo suivante.
Donc, pour les aspects qui sont plutôt optimisés et plutôt fonctionnels, on a un processus d'approvisionnement qui est entièrement dématérialisé, que ce soit de la gestion de stock de la pharmacie, que ce soit des demandes internes, que ce soit des commandes vers les fournisseurs par le biais d'un processus EDI, ou que ce soit la facturation. On est vraiment sur un process qui est, on va dire, à plus de 97% dématérialisé. On a la chance également, comme dans d'autres établissements, d'avoir une pharmacie clinique plutôt développée, et notamment dans des services comme la chirurgie, l'oncologie, la pédiatrie. On a également des préparateurs en pharmacie hospitalière spécialisés en dispositifs médicaux qui sont implantés en proximité des blocs opératoires et qui apportent donc une forte plus-value en termes d'optimisation de gestion de stock et de traçabilité des dispositifs médicaux implantables. Et puis, on a dans à peu près la moitié des services de clinique du CHU Nantes des soignants référents qui sont formés à la gestion des dispositifs médicaux dans ces services-là et qui donc optimisent les aspects de demande, de commande, etc. Diapo suivante. Donc tout ça, c'est bien, c'est plutôt pas mal, mais effectivement, on a, comme maintenant la plupart des domaines et des corps de métier en France, mais notamment au sein des établissements de santé, beaucoup de difficultés à recruter des soignants, à recruter des préparateurs en pharmacie, à recruter des internes en pharmacie, des assistants et des pharmaciens titulaires. Par ailleurs, au sein de ces 20 sites logistiques, on n'a aucune traçabilité du flux logistique interne. On a bien une traçabilité des dispositifs médicaux implantables au sens sanitaire, mais on n'a pas de traçabilité logistique. De fait, on est régulièrement en train de courir après des colis perdus entre les différents sites et chacun passe du temps à chercher ces colis-là. Comme la plupart des établissements, peut-être même tous les établissements de santé en France et une bonne partie en Europe, on est soumis à une grande quantité de ruptures d'approvisionnement, voire de suppression de produits qui complexifient les relations qu'on a avec les services de soins et qui les mettent en difficulté dans la prise en charge des patients. Et puis, on a malgré tout des services de soins qui n'ont pas de gestionnaire de dispositifs médicaux, notamment du fait d'un déficit de recrutement en infirmières ou en aides-soignants, et qui, de fait, ont une gestion qui est extrêmement hétéroclite de leurs demandes, de leur gestion de stock et qui génère de nombreuses ruptures d'approvisionnement en interne, mais aussi pas mal de retours de produits. Et face à ça, on a l'un des plus gros projets hospitaliers à venir en France, puisqu'on a un établissement effectivement qui est en train de se construire, qui va regrouper une bonne partie de ceux que j'ai décrits précédemment, et qui va nécessiter des flux d'approvisionnement extrêmement rapides et efficients, puisque cet établissement va faire converger toutes les activités de soins, de court séjour et d'activités intenses. Donc, face à tout ça, à ces problématiques qui ne sont pas ponctuelles, mais qui vont s'inscrire dans la durée, est-ce qu'on peut s'autoriser à envisager de nouvelles pistes de gestion de stock de dispositifs médicaux? Donc, on va vous passer le questionnaire en question, auquel je vous demande de répondre le plus honnêtement possible. Il n'y a pas de valorisation, pas de validation particulière, et on en aura besoin pour alimenter la suite de la présentation. À vous, merci. Je pense que le temps est suffisant, parce que c'était des questions assez simples, des questions fermées. On peut peut-être passer à la suite. Agnès? Est-ce que Parfait, vous... donc je pense qu'on a les résultats donc, de vos questions. Donc, en gros,
L'idée était de voir si oui ou non vous aviez un certain nombre de difficultés à rencontrer, que ce soit sur la gestion des périmés, la gestion des relations avec vos fournisseurs, la gestion euh, euh, le suivi des stocks, est-ce que votre personnel soignant est bien focalisé sur des soins. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais gestion des périmés, vous êtes plus de 40% à avoir des problématiques sur la gestion, une bonne visibilité sur la gestion des périmés, plus de 60% à avoir des difficultés au niveau de processus avec les fournisseurs, hein, comme évoqué d'ailleurs par Dr Sellal sur son CHU. Sur la gestion des références produits, est-ce que votre base produit est bien maintenue? 30% d'entre vous dites non. Sur le suivi des stocks, au-delà de votre UF pharmacie, hein, on va dire, avec les services de clients, de plateau technique, plus de 70% d'entre vous ont des difficultés à suivre. Et puis le personnel soignant, pour plus de 70% également d'entre vous, n'est pas focalisé sur des tâches cliniques et donc très certainement sur des tâches administratives et logistiques. Donc, c'est un constat hein, qu'on a eu dans beaucoup d'établissements. On voit que c'est également le cas pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, d'où l'idée de vous présenter notre approche avec notre division IHS sur comment on peut essayer de transformer vos organisations logistiques sur le long terme au sein de vos hôpitaux pour essayer d'avoir un petit peu plus de voyants au vert, dirons-nous, sur les sujets dont on a abordé ici, suivi de stock, relations fournisseurs et puis flux avec l'ensemble de vos clients, services de soins ou plateau technique. Vincent? Oui. Bonjour, Vincent Payette, donc le directeur de Integrated Health Solutions pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone. Euh, Ce que je vous propose dans les temps qui arrivent, c'est d'abord de vous représenter un petit peu ce qu'on fait, quand est-ce qu'on a commencé à le faire et pourquoi on le fait et finalement quelle est l'empreinte et la stratégie qu'on a pris qui permet de différencier. Si tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, en fait, Medtronic a fait le choix de dire de créer une division qui est autonome, indépendante et agnostique et qui va aller au-delà du dispositif médical. Et le premier espace qu'on a commencé à exploiter hein, sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, ça a été cette logistique hospitalière. Et finalement, sur des bases qui sont comment on peut apporter les nouvelles valeurs en fait pour nos clients, quels sont les besoins universels auxquels on peut répondre en termes de services et de solutions, et, et- et finalement, le tout au travers de partenariats qui nous ont amenés à, pour ces clients, optimiser tout ce qui va être coût, efficacité, élargir l'accès pour les patients et finalement améliorer ses résultats aussi pour ces patients. Aujourd'hui, après plus de 10 ans d'expérience, on a 250 comptes sous lesquels en fait, on a des contrats long terme. On a à peu près 300 programmes de transformation qu'on fait tourner chaque année. On gère, managed service étant l'équivalent d'infogérance en fait pour la partie plateau technique, hein, mais 1000 laboratoires de cathétérisme et de blocs opératoires. On opère dans 27 pays, on a 600 personnes qui travaillent pour ces projets et finalement il y a environ un peu plus d'1 million de patients qui sont traités chaque année au travers de ces programmes. Alors, quand on parle de la supply chain et de ce que chez nous, IHS Supply Chain, on entend, hein, euh, on a en fait 5 critères qui mettent cette performance et ce standard. Le premier, c'est celui de la disponibilité des stocks. Et ce qu'on souhaite au travers d'un programme comme celui-là, c'est d'avoir plus de 99,8% de disponibilité de stock. Ça, c'est un premier point parce que sans ça, en fait, les opérations en fait, n'ont pas ou en fait risquent des décalages. La deuxième, c'est de trouver une profondeur de stock qui ne soit ni trop importante ni trop juste. Et finalement, entre 6 et 8 semaines, c'est une profondeur moyenne qui permet d'opérer en fait de manière constante. Cette question, et c'est une des questions qu'on vous avait posées, hein, on part sur un standard où la perte, la péremption ou la destruction est inférieure à 1%. C'est là où s'opère notamment une partie du ROI qu'on peut attendre d'un programme comme celui-là.
Euh, Docteur Sellard le parlait, hein, enfin, il y a une question de savoir où sont les choses. Et quand on est sur du multi-site, multi-plateau technique, il y a une question de savoir, d'avoir des inventaires qui sont à plus de 99% précis, réalisés chaque trimestre, mais pas uniquement d'un stock unique, mais on parle bien de chaque endroit où peut avoir des micro-dépôts ou des dépôts déportés. Et finalement, la MDR en fait étant en place, il y a une question de conformité et nous, en fait, on vise les 100% de cette nouvelle réglementation et de sa conformité, et notamment à travers l'IUD et les traçabilités, et on y reviendra un peu après. Alors, quand on aborde un projet autour de la chaîne d'approvisionnement, la question qu'on doit toujours se poser et que nous, on a abordé comme celle-là, c'est finalement, pour avoir cette performance, par où il faut commencer. Et le premier point, c'est d'investir. Et il faut investir massivement dans tout ce qui va être amélioration des processus et des technologies. Ça veut dire ces nouveaux métiers et la partie IT. Elle est en support en fait de l'activité et elle est nécessaire. Ça réalisé, il y a une question de réinterroger ces processus actuels. Évidemment, en fait, il faut pour ça avoir une planification de la demande, l'offre de soins, hein, on entend bien par là, fonctionner en flux tiré et ne plus fonctionner en flux poussé, et un suivi des consommations pour savoir si finalement cette planification a vu son flux tiré réalisé. Et il y a une question d'avoir les éléments en fait pour pouvoir le faire. Et donc tout ce qui va être autour des tableaux de bord et de la data. Et c'est ça qui permet de piloter sur le long terme et d'en permanence pouvoir suivre si une quelconque déviation venait à apparaître. Et c'est que quand on a ces trois étapes qui s'établissent, qu'on voit, et ce par contre assez rapidement, apparaître les différents ROI qui permettent de ce que ce soit un projet, et on parle d'investir au départ, à un projet en fait qui soit rentable pour l'établissement. Alors, plus de 10 années d'expérience sur la partie supply chain dans une zone qui est l'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Ça veut dire quoi en termes d'expérience et d'empreinte? Ça veut dire que la supply chain et nos programmes qui vont avec, on l'opère dans plus de 18 pays. On a plus de 80 clients. On a un impact, on l'a largement démontré aujourd'hui. On a plus de 100 personnes qui sont complètement dédiées sur ces activités. On suit par année 3,8 millions de mouvements de stock. On gère 121 000 produits tierces par année pour les établissements et ça correspond à peu près à 150 000 procédures par an. Finalement, la première des choses qu'on a amené aussi pour nos clients, c'est d'être certifié ISO 9001 et ISO 27001. Ça répond à une demande et ça répond en fait à un programme comme celui-là. Et ça, on le fait autant avec le NHS en Angleterre, que le Rig Hospital dans les Nordiques, que Valdebron en Espagne. De manière assez large, on a des grands noms, des grands établissements de grands pays qui travaillent avec nous sur ces sujets-là. C'est important de revenir sur qu'est-ce qu'on peut apporter et comment ça se quantifie. Si je regarde aujourd'hui les hôpitaux partenaires qu'on a eu l'opportunité d'analyser, de travailler et finalement d'avoir les résultats que je vais vous présenter, ça nous a amené à avoir des études de cas. Alors celle-là est essentiellement tournée sur la partie laboratoire de cathétérisme, mais où un projet en moyenne avec nous permet de réduire de 10 à 20% le temps infirmier consacré à la partie qui était cette partie logistique, etc. Donc, cette réduction, en fait, vient essentiellement de là. Par ailleurs, en fait, le soin lui-même, en fait, est plus facilité. Il y a une diminution de 2,5% des pertes, et ce, en fait, pour viser les objectifs qu'on se donnait. C'est un programme qui s'active rapidement parce que le dimensionnement permet d'être fait, en fait, en 3 mois. En 3 mois, on est équipé et on peut démarrer. Les stocks, on les a réduits à 6 semaines d'utilisation très souvent parce que c'était ce qui était nécessaire. Il y a environ 10% de réduction de dépenses annuelles qui s'est opérée, et ce, dès la première année. Et puis, il y a toute une partie de formation qui est dispensée à l'équipe de l'hôpital. Et ces formations, elles se continuent avec le temps. Et vous verrez un peu plus tard aussi comment
l'empowerment, quand on dirait en bon anglais. Donc, comment, en fait, les personnes qui travaillent sur ces sujets se saisissent sur ces sujets et finalement deviennent complètement autonomes. On parlait d'ROI et finalement, on va rentrer un peu plus sur les catégories de bénéfices qu'on peut attendre dans un projet comme celui-là. Il y a d'un côté des impacts économiques, on va dire, directs et d'autres qui vont être des sources de bénéfices indirects. Le premier, sur la partie ressources humaines, il y a un impact majeur sur la partie ressources humaines logistiques et soignants. Soignants dans le sens où le détachement de ces tâches logistiques, la spécialisation vers des métiers plus dédiés, le temps reconsacré en fait à tout ce qui va être soins, et finalement la diminution, parce que les processus ont été améliorés, parce que l'IT est là, de l'ensemble de ce projet, va permettre d'avoir un impact majeur en fait sur ces parties-là. Et évidemment, en bénéfice indirect, on va voir la qualité de vie des e-bods et des logisticiens s'améliorer grandement, un maintien des compétences, une facilité de recrutement et une optimisation de tout ce qui va être staffing. Quand on rentre sur la partie produit, impact de la consommation des dispositifs médicaux, évidemment, il y a un bénéfice attendu sur cette consommation parce qu'on l'a mieux optimisé, parce qu'on sait en fait où est-ce qu'on en est, parce qu'on a les tableaux de bord pour pouvoir le suivre et parce que du coup, les processus permettent d'avoir le bon produit au bon moment et finalement, aucun report et aucune perte. Et ça, comme source de bénéfices indirects, il y a un premier point qui est l'impact environnemental. Il y a le fait qu'il y a une limitation des reports procédures, parce que les produits sont là. Il y a une efficience des achats qui est accrue sur la partie DM, et il y a une maîtrise de la consommation de ces DM en temps réel. Ça nous permet de passer sur un point qui est la qualité, et donc finalement, ces fameux impacts face à la conformité du MDR européen grâce à l'infrastructure IT qui est mise en place. Et ça, c'est du 100% parce qu'aujourd'hui, et on reviendra sur ce sujet après, ça permet de remplir dans les bons espaces les éléments de conformité et les éléments en fait de données qui vont aller se plugger là où il faut. Le premier point, il y a une question de bon usage. On est capable de répondre à la question rapidement. Le deuxième, c'est que la limitation du risque d'erreur. Et finalement, la sécurité du circuit des dispositifs médicaux et cette traçabilité, tant dans le dossier patient que sur d'autres espaces. Et tout ça, s'il s'est réalisé, tous ces bénéfices qu'on peut en attendre, c'est d'abord parce qu'ils vont soutenir une croissance d'activité. Parce que je suis bien organisé, parce que j'ai les éléments qu'il faut, parce que les dispositifs sont là où il faut, j'arrive à avoir et à soutenir une croissance d'activité qui va me permettre d'augmenter mon activité opératoire interventionnelle. Et la boucle est bouclée, les uns ayant des impacts positifs sur l'autre. Ça nous a permis d'avancer et on se dit, ce serait intéressant de vous présenter une forme de balance projet qu'on a quantifié d'un projet existant, alors anonymisé évidemment, d'un centre qui serait monosite, qui aurait environ 15 salles opératoires et ou interventionnelles, pour lequel on va regarder ensemble quels sont les bénéfices directs, indirects, le coût du projet et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Le premier point, c'est qu'on voit que le premier bloc de bénéfices directs RH, il est important. Il est environ 2 500 000. Et dans un moment où on parle bien de transfert, une économie, non pas de people, mais une économie du temps de ces gens qui est reconsacrée à ce qui est leur cœur de métier au départ, le soin. Et d'un autre côté, une spécialisation d'autres métiers, et ce nouveau métier autour de la logistique. Et ces deux éléments montants permettent d'avoir ce bénéfice direct RH. Le deuxième point, il est sur le bénéfice achat. Les économies de perte, les économies qu'on va avoir autour de comment j'achète, se chiffrent environ autour de 2 millions pour un projet comme celui-là. Il y a un bénéfice direct IT parce qu'il faut s'équiper en fait pour pouvoir faire tous ces espaces de conformité du MDR et on l'a chiffré à peu près à 300 000. Et finalement, on va dire que la liste des bénéfices indirects qu'on vous a présentés se somme autour de 700 000 euros. La croissance d'activité qui est acquise à ce moment-là, sur les 5 années, environ d'1 500 000. Le tarif ou le coût de la prestation logistique que nous opérions sur un projet comme ça, c'est environ 2 millions. Et on va dire que les autres coûts internes d'hospitalier qu'il faut tenir compte,
À un moment donné, il y a des magasiniers, il y a des... Voilà, tout ça à prendre en compte. Et ben, du coup, on le chiffre à peu près à 1 300 000. Ce qui veut dire que sur un projet comme celui-là, on peut dégager sur 5 ans 3,7 millions de bénéfices, de gains pour le projet. Et si je repars sur la partie prestation logistique qui est la nôtre, 65% vont aller sur la partie plutôt ingénierie logistique, 15% sur la partie IT et 20% sur la partie analytique. Et on reviendra sur ce sujet parce que finalement, le suivi d'un tel projet et le suivi au quotidien que demande la logistique est beaucoup basé sur cette partie analytique. La data a un enjeu majeur et la visualisation de cette data aussi. Et si on regarde finalement comment on peut aborder ces modalités de facturation d'un tel projet au cours d'un contrat, on a développé un certain nombre de façons de le faire, soit du paiement forfaitaire fixe, soit du paiement forfaitaire variable en fonction du temps, et bien sûr en y ajoutant des engagements sur résultat. Si on fixe des critères de qualité, l'engagement qu'on a en tout premier, c'est d'y être avec le client. Et finalement, bah, ce client gagnant, nous gagnons. Ce client, si jamais il venait à ne pas gagner, nous ne gagnons pas. Merci Vincent. Bonjour à tous, hein. Olivier Arsac, également donc, de la division IHS sur la France et la Suisse. Euh, Vincent vous a présenté le concept général et puis les impacts qu'on a pu avoir et puis un petit peu le retour sur investissement attendu d'un tel projet. L'idée maintenant, c'est qu'on puisse descendre un peu au niveau plus terrain, de concrètement comment on accompagne des établissements sur cette transformation de son organisation interne, de la logistique, des dispositifs médicaux. Je vais commencer par 2 points de précision avant derrière de vous déployer un petit peu comment on aborde le sujet. Le premier point de précision, c'est sur le périmètre. À la fois le périmètre du flux sur lequel on va intervenir et puis aussi du périmètre fournisseur. Je vais d'ailleurs prendre ce premier point dès à présent. Euh, Peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment explicité jusqu'alors. L'idée de cette transformation de la logistique est de vous apporter une organisation qui va fonctionner pour l'ensemble de vos fournisseurs et non pas l'un ou l'autre, Medtronic ou un autre fournisseur. Il n'y a rien de plus désagréable, je pense, pour un établissement et une pharmacie, une PUI, d'avoir une myriade de solutions, IT ou d'organisation, en fonction de ces différents fournisseurs. Donc là, l'idée, c'est d'avoir cette approche qui soit exhaustive et unique pour l'ensemble des fournisseurs de l'ensemble des DM qui rentrent au sein d'un établissement de santé. Je remonte sur la partie périmètre. L'idée étant que, donc, vu qu'on veut cette organisation soit multifournisseur, on va vous laisser la main 100% sur le choix des fournisseurs, toute la partie sourcing, qui est une partie de votre métier, et la partie facturation, donc qui serait la première et la dernière étape. Et nous, on va se concentrer sur les 4 étapes que vous voyez là, qui sont les grands temps dans une chaîne d'approvisionnement, planification de demande, d'approvisionnement, de gestion du stock les sites. Et puis derrière, on va jusqu'au client final, qui sont vos services de soins ou vos plateaux techniques, donc sur comment on réalise un picking et comment on suit cette consommation. Et vous le voyez ici en transversal, la partie analyse de données et tableau de bord qui va être cruciale dans l'organisation et la transformation de cette organisation pour pouvoir s'assurer qu'on a les bonnes organisations cibles et puis qu'on puisse les piloter sur le long terme, donc une sorte de boucle fermée qui va nous permettre de pouvoir, d'une manière continue, améliorer l'ensemble de ces processus sur le long terme. Le deuxième point de précision que j'apporte avant de rentrer dans le détail, c'est comment on structure entre les fournisseurs, vos fournisseurs, et vos clients, à savoir les services et les plateaux techniques, comment on structure cette organisation logistique DDM. Vous retrouvez au milieu, on appelle équipe centrale logistique, mais peu importe le terme, l'ensemble des tâches que vous avez à réaliser pour pouvoir livrer vos clients à partir de vos fournisseurs. Et un point important qu'on met en exergue ici, c'est la partie centre de données. Et vous allez le comprendre par la suite, on a déjà introduit sur la notion d'IT, que la donnée va être clé pour pouvoir transformer ces organisations. Et quand j'entends données, c'est les données de produits, mais aussi les données de procédures,
opératoire ou au niveau des services, les données d'indication, les données de stock, et puis tout ce qui va être plutôt financier, comptable autour de votre stock. Et donc là, vous y retrouvez un peu tous les sous-métiers qu'a une pharmacie hospitalière de très bons logisticiens, très bons cliniciens, mais aussi bons financiers. Vous avez beaucoup de casquettes, mais il faut que la donnée puisse vous aider à couvrir l'ensemble de ces métiers qui est le vôtre. Pour ce faire, on a 4 briques qui nous semblent fondamentales au bon fonctionnement et qu'on a pu éprouver, on va dire, sur les 80 projets qu'on a accompagnés ces 10 dernières années sur du long terme. 4 briques qui vont répondre à la pyramide que vous a présentée Vincent. 2 premières au milieu qui sont sur l'investissement ressources humaines et matériel informatique qui vont être le socle des organisations. Une brique qui va être d'accompagner le deuxième étage de la pyramide, la transformation de vos processus pour livrer jusqu'au dernier mètre vos clients finaux, salle d'opération, plateau de cathétérisme ou service de soins. Et puis le haut de la pyramide qui était le pilotage, qui sera assuré par une brique de collecte et d'analyse de données. Vous l'aurez compris, la donnée va être un peu le leitmotiv tout au long de cette transformation pour s'assurer qu'on aille bien là où on souhaite aller et qu'on puisse mesurer s'il y a un écart qui intervient. Si je rentre un petit peu dans le détail de ces briques pour que ce soit concret, la première étape donc de processus. Qu'est-ce qu'on va entendre par là? L'idée, c'est de travailler avec vous pour remettre à plat les données et les processus. D'abord, on commence par les données, parce que sinon, on part avec un biais d'avoir des bases non propres. L'idée, ça va être de travailler les référentiels produits, donc de nettoyer les bases produits. On a des centres dans lesquels on a discuté, intervenu, ou même un même produit avait plusieurs codes selon plusieurs sites. Donc déjà, c'est compliqué. L'idée, c'est donc c'est normaliser l'ensemble de ces bases produits, de les nettoyer, et puis d'introduire plutôt des classifications qui sont à la fois indépendantes de votre établissement, indépendantes du fournisseur, mais selon des normalisations plutôt internationales, type UNSPSC, qui permet d'avoir un référentiel donné qui derrière nous servira à pouvoir comparer euh, d'une année à l'autre, d'un établissement à l'autre, en termes de benchmark sur des consommations. La deuxième étape sur les données, ça va être tout ce qui est autour des procédures opératoires interventionnelles, je pense que, ou même si on vient sur des services de soins, tout ce qui va être dotation, très souvent ce sont des choses qui ne sont pas toujours maintenues ou pas à jour. Et donc là, l'idée, c'est de travailler d'abord les bases de procédures, les listings, de dire hanche, docteur Intel, thèse de hanche, docteur XY, et puis derrière, les besoins matériels associés. Et là-dessus, j'introduis déjà un premier point. Donc c'est un travail qu'on priorise, lorsqu'on a une intervention planifiée. Donc on travaille cette liste et les besoins matériels associés. Et puis on vient également, a priori, travailler les modalités de substitution sur les produits dits à risque, d'anticiper si demain j'ai une rupture de stock ce qui est ressorti du sondage, le cas pour beaucoup d'entre vous, comment je viens anticiper, prévalider cliniquement avec les opérateurs qui utilisent ces produits, le fait que je me suis substitué un produit A par un produit B de manière automatique lorsque le produit A n'est pas disponible. Une fois que j'ai travaillé ces bases, produits, procédures, on se concentre sur les flux. Donc on vient comprendre les flux actuels, les contraintes, les projets. Dr Sella l'évoquait, nouveau projet de bâtiment, nouvel hôpital. C'est une vraie transformation de flux. Il faut l'intégrer. Et puis derrière, on vient standardiser ces flux de demande, de préconisation de commandes, de commandes fournisseurs, de livraison, de réappro, jusqu'à la notion de facturation. La notion de standard ne veut pas dire qu'il y a un flux unique, mais simplement elle veut dire qu'on a défini par catégorie des flux bien précis que l'on va suivre. Derrière, on vient mettre un processus adapté à ces différents flux et qui vient couvrir la notion de traçabilité. Je pense que c'est quelque chose, lors de l'introduction de Dr Sella, lorsque ça sort de l'UF, ça devient peut-être quelque chose, une boîte noire, et je ne sais pas quels sont mes stocks, je ne sais pas où sont mes produits, je ne sais pas quelle est mon immobilisation de stock. L'idée, c'est d'assurer une traçabilité logistique de ces stocks, financière, bien sûr, de par notamment les montants de ces stocks, patient pour une partie des
dispositifs médicaux et probablement de plus en plus dans l'évolution des réglementations, et puis d'indications, notamment pour tout ce qui va être DM plutôt implantable, où il faut qu'on puisse avoir une traçabilité de cette indication. La dernière étape dans la révision de ces processus, c'est en quoi la transformation de ces organisations va engendrer des transformations RH, qui peuvent être des nouveaux métiers. Si on déporte la préparation d'un chariot opératoire sur un logisticien, ce logisticien n'existait pas, et puis c'est pas juste un logisticien, c'est un peu plus que cela. Donc ce sont des nouveaux métiers, c'est probablement des formations à apporter à ces personnes-là si on leur transforme leurs tâches, et puis des organisations, de maquettes d'organisation pour que tout cela fonctionne sur le long terme. La deuxième brique, donc, c'est la partie RH que je vous mentionnais. Donc, RH qui est plutôt ingénierie logistique, du moins ce que nous, IHS, on va apporter, sachant que côté hôpital, il y a du préparateur, aux cliniciens, aux logisticiens, un certain nombre de métiers associés à ce flux logistique. L'idée derrière un projet de transformation, lorsqu'on intervient dans l'établissement, c'est pas externaliser la gestion de votre flux, parce que c'est, à mon avis, ni la politique d'un établissement sur un sujet sensible, ni pertinent à notre sens sur le long terme. Et donc l'idée, clairement, c'est de progressivement accompagner la transformation et la montée en compétence de ces nouveaux métiers ou des ressources déjà existantes sur le bon déroulé de l'ensemble de ces flux, la bonne réalisation de l'ensemble de ces processus qu'on aura définis sur l'étape d'avant. Et donc là, vous le voyez, schématisé par ce tandem, hein, progressivement, donc au début, entre guillemets, IHS pédale, et puis l'hôpital suit et donne ses inputs parce que il connaît le centre, il connaît les problématiques, il connaît les enjeux sur lesquels il est confronté depuis des années. Progressivement, on se met à pédaler à deux, on continue à diriger, mais très rapidement, vous le voyez, et on va dire, c'est aussi en cascade selon le déploiement au projet, on est trop souvent par plateau technique ou par gros ensemble de services de soins progressifs. Progressivement, vous allez prendre la main là-dessus, et puis nous, on va être de plus en plus distants. On va vous accompagner dans ces transformations, mais on va finir par arrêter de pédaler, puis pour simplement être derrière en positionnement, on va dire, de coaching sur le long terme, tout ça appuyé sur la data. Donc c'est clairement un moyen de transférer les compétences que l'on a pu acquérir avec l'équipe de 100-150 personnes qu'on a aujourd'hui au niveau Europe qui a déployé ce type de projet sur plus de 80 centres dans des établissements divers et variés, culturellement, organisationnellement parlant, de vous apporter cette expertise-là sur un moyen long terme pour que derrière vous soyez en relative autonomie pour transformer, pour maintenir la transformation de vos organisations. Donc clairement, le montrer une fois, faire une fois, vous l'enseignez, puis que derrière, ça permette que vous puissiez prendre la main complètement sur ce processus. Le troisième pilier, c'est tout ce qui est informatique. Et vous l'aurez compris, si on veut piloter avec de la data, il faut des outils qui suivent ces données en temps réel et qui le suivent de manière propre et sécurisée. L'idée là, c'est de vous présenter un petit peu le schéma sur lequel on intervient, sachant qu'il est complètement adapté aux environnements de chacun des hôpitaux. On part vos clients finaux, les blocs opératoires, les plateaux interventionnels et les services de soins, même si le gros des dispositifs médicaux part principalement sur les plateaux techniques. Vous avez aujourd'hui un système de programmation, très souvent sur les plateaux techniques, ou de commandes sur les services de soins, un dossier patient, qui est quand même quasiment maintenant toujours informatisé, et puis ce logiciel qu'on appelle la GEF, donc gestion économique et financière, qui très souvent joue un rôle un peu plus large que simplement son cœur de métier de gestion économique et financière, qui très souvent est transformé en gestion de stock, plus ou moins pour l'ensemble de l'hôpital, ça dépend des situations. L'idée, vous l'avez compris, c'était de créer ce secteur logistique DM central, et donc nous, l'idée, c'est d'apporter deux briques logicielles, bien sûr en fonction de ce qu'il y a ou pas déjà dans l'hôpital, mais une première brique centrale qui va être un logiciel de gestion d'entrepôt,
Et donc là, c'est pour ça que j'ai fait la parenthèse sur la partie IGF pour dire que, attention, gardons chacun l'expertise métier de chacun des logiciels et n'essayons pas de tordre le bras aux logiciels pour leur faire faire ce qu'ils ne savent pas faire. Donc un logiciel de gestion d'entrepôt sur lequel on vient greffer cette plateforme analytique qui permettra de piloter sur le long terme. Et une deuxième brique logicielle qui va nous permettre de gérer les procédures et les listes de préférences chirurgicales, à savoir les produits souhaités par chaque procédure, chaque chirurgien, chaque opérateur pour une intervention. Et si on déroule un flux, par exemple, d'une procédure, on va partir du système de programmation, on va récupérer le planning des procédures. À partir de là, on va pouvoir interroger l'état de stock par rapport à ces procédures, venir consulter la liste de préférences pour la procédure donnée, admettons la prothèse de hanche de Dr Dupont. Dans ce logiciel de gestion des préférences, vous avez pour chaque intervention et chaque praticien, si nécessité déclinée par praticien, une liste d'interventions qui comporte le montant des produits, la quantité de produits, son état, qui est le propriétaire de cette fiche d'intervention. Et puis au sein de chaque fiche d'intervention, pardon, vous avez la liste des produits avec une photo qui permet, toujours dans cette philosophie de délégation de tâches à quelqu'un qui n'est pas un expert du produit comme peut l'être un infirmier de bloc, une photo, la classification qu'on aura travaillée, la quantité de produits à prendre, et puis par exemple ici je dois en prendre 3, très probablement je vais en ouvrir 2, il y en aura un qui sera en sauvegarde, en prévision au cas où, la quantité consommée en moyenne, le prix, et puis ici la notion de produits similaires en cas de rupture. C'est-à-dire que ici, en cliquant, je ne vais pas le faire, c'est une capture d'écran, on a la liste des produits de substitution au cas où le premier produit qu'on préfère prendre de prime abord n'est pas disponible. À partir de là, cette liste d'intervention, on va pouvoir préparer par exemple un chariot opératoire, si c'est l'organisation en place, par l'équipe centrale et non par les infirmiers de bloc, parce qu'ils ont toutes les informations et tout le processus pour que la confiance soit transmise du puits de bloc vers cette plateforme-là. Et puis, on va pouvoir bien sûr opérer, si c'est une opération, le patient et suivre la consommation des produits parce qu'on sait exactement ce qui a été rentré et simplement par la différence de ce qui en ressort, la soustraction lui permet de savoir ce qui a été consommé pour une procédure donnée, un jour donné, sur un de vos lieux donnés. Et là-dessus, l'idée, c'est clairement, on voit au sein des plateaux techniques ou des services de soins, bien sûr, ils sont équipés de douchettes en cas de produits de grande proximité nécessaires ou de produits additionnels qu'il aurait dû fallu prendre. Bien sûr, la traçabilité des implants reste à la main, par exemple, des infirmières de bloc opératoire, donc elles gardent cette tâche-là. En revanche, tout le reste a été déporté sur une équipe experte de ce sujet-là, qui est experte, l'équipe logistique. La fin du processus, bien sûr, on vient, la traçabilité, par exemple, d'un implant a été assurée par l'IBOD, et elle est soit stockée dans le logiciel de gestion d'entrepôt, ce qui est possible, soit déversée dans le DPI, ce qui est très souvent la demande d'un établissement pour concentrer les informations patients à un seul et même endroit, qui lui permet de répondre aux réglementations UMDR. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est en lien avec la GEF pour qu'à un instant T donné, l'état de stock soit financièrement reversé dans l'outil de GEF. Et puis, très souvent, c'est la GEF qui continue à garder la main sur le RéaPro, le logiciel de gestion d'entrepôt, envoyant sa préconisation de commande qui est convertie en une commande fournisseur. Et puis, la réception de stock se refait derrière dans le logiciel de gestion d'entrepôt. Voilà. Donc ça, c'est un schéma qui est adapté, bien sûr, à l'environnement que l'on rencontre, mais c'est le schéma le plus classique que l'on a pu déployer dans beaucoup d'établissements aujourd'hui au niveau européen. Vient la dernière brique, le pilotage par la donnée, qui est indispensable pour cette notion d'amélioration continue. Un point important, donc, vous voyez, on constitue de par toutes ces données, de par l'expertise, on va dire, des données qui sont recueillies, des tableaux de bord. Donc, on a 2 équipes au niveau global européenne qui conçoit et qui maintiennent ces tableaux de bord pour l'ensemble des établissements et qui en travaillent, donc qui ont vraiment cette expertise data scientist, data analyst.
Perdons pas de vue qu'un tableau de bord, c'est entre guillemets que l'entrée du processus d'amélioration continue. Il faut pas se dire j'ai un bon tableau de bord et puis tout va bien. Non, il faut qu'on puisse être capable de suivre ces tableaux de bord, d'où le pilotage projet qu'on accompagne mensuellement progressivement à la main de l'hôpital, qu'on suive, qu'on ait défini des objectifs et puis qu'on suive le pourquoi du comment on les a atteints ou non et quel est le plan d'action à mettre en œuvre si nécessité pour les atteindre. Et donc vous voyez qu'on va pouvoir avoir des tableaux de bord de performance de stock, de performance de fournisseurs, mais aussi de performance plutôt, enfin performance le terme n'est pas le bon, de bon usage clinique, de se dire, et ça vient sur votre casquette pharmacien clinicien, de dire est-ce que j'ai le bon usage du bon produit pour une opération donnée, d'un praticien à l'autre, d'une année sur l'autre, etc. Donc une richesse d'informations, mais qui doit rester que la donnée d'entrée pour le processus de transformation et l'amélioration continue. Donc voilà les 4 briques du processus de l'ingénierie logistique progressivement, où l'idée est de transférer le savoir et de vous accompagner à devenir autonome sur le court, moyen, long terme, de l'IT et de la donnée et de l'analytique qui permet de piloter l'ensemble. Peut-être en conclusion, et avant de passer sur la phase de questions-réponses, on souhaitait juste mettre en ouverture quelques points qui pour nous semblent cruciaux pour qu'un tel projet puisse, un, voir le jour et deux, être une réussite. Vous l'avez compris, donc c'est un projet qui est large, qui va couvrir pour l'ensemble de vos fournisseurs, l'ensemble du flux de dispositifs médical au sein de votre hôpital. Et nécessairement, vous allez être en connexion avec plein d'entités. On parle du bloc, on parle du plateau de cathé, de l'ensemble de vos services de soins. On n'a même pas mentionné la stérilisation. Bref, il faut que ce soit un projet qui soit porté de manière institutionnelle, parce qu'on va demander beaucoup de réorganisation, de transformation. C'est pas neutre, probablement de l'investissement, comme l'a mentionné Vincent tout à l'heure. Donc l'idée vraiment pour nous, un projet qui réussit, et c'est notre retour d'expérience, c'est un projet qui est porté par la direction de l'hôpital et non pas seulement, et ça n'a rien de négatif, et non pas seulement par la pharmacie ou pas seulement par le chef de bloc qui a une vraie valence logistique et une sensibilité sur ce camp. Donc il faut que ce soit porté par l'ensemble de l'institution et la direction générale. Et bien sûr, il faut y associer toutes les directions nécessaires de pharmaciens, d'équipes médicales, d'avoir ces poissons pilotes, comme on le dit, d'avoir des services de soins qui veulent bien s'embarquer dans un tel projet de transformation. La DSI, vous l'avez compris, elle est importante, des RH, et puis la direction financière. L'idée étant qu'un tel projet ne peut voir le jour de notre point de vue que s'il a un retour sur investissement certain à moyen terme. Le deuxième point qui nous semble très important, c'est que vous comprenez, là on parle d'une relation, même si c'est un transfert de compétences progressif, d'une relation partenariale entre un hôpital et IHS. Alors, IHS a toute son indépendance relative par rapport à Medtronic en termes de données, tout ce que vous souhaitez. Mine de rien, c'est un privé avec un établissement de soins, public ou privé, qui doivent collaborer sur un projet de transformation d'une organisation de par l'intérieur. Et donc là, l'idée, c'est de dresser des accords de qualité, de contrats d'accord de qualité là-dessus, des engagements sur résultat, comme on l'avait évoqué précédemment, et puis des devoirs d'alerte, on va dire, parce qu'on va co-travailler ensemble sur une partie du projet, de pouvoir alerter si on a des déviances, des non-conformités sur des processus qui sont clés dans le fonctionnement de vos soins, plateau technique ou service de soins. Et le troisième point important, c'est le pilotage, qui fait un peu en lien avec le premier point du côté, ça doit être institutionnel. Il faut un vrai pilotage de ce projet de transformation. Communauté de pilotage qui, selon nous, doit être décisionnaire, sans quoi on a du mal à avancer lorsqu'il faut prendre des décisions. Bien sûr soutenu par la direction de l'hôpital et puis qui doit être garant de cette amélioration continue sur le long terme. Voilà, on en a fini avec notre présentation. Merci de votre attention. Et puis, je pense maintenant, place aux questions-réponses auxquelles on va essayer de répondre le plus efficacement dans ce temps imparti. Et si nécessaire, au-delà, on vous transmettra nos coordonnées si nécessaire pour poursuivre les échanges. Merci, Monsieur Arsac. Merci, Monsieur Payet.
Effectivement, Anne, je ne vois pas pour l'instant beaucoup de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à en poser sur la dizaine de minutes qui nous restent à partager ensemble. J'ai deux questions et ou réactions, notamment de Dominique Thibault de Reformat. La première, Monsieur Paguet, en quoi le contexte de la mise en place du MDR ou RDM est-il un facteur favorisant, même si c'est pas un côté péjoratif de la chose, pour aider votre projet ou la mise en place d'une prestation de ce type-là? Alors, j'ai un peu détaillé rapidement dans le chat, hein, mais il y a un premier point, c'est que il y a la question de cette conformité de traçabilité, hein, comme Olivier venait de le mentionner, d'être équipé en UDI, d'avoir en fait tout ce qui va être un contrôle strict des inventaires, de la gestion précise des stocks, et c'est inscrit dans le règlement que les données en fait, et il y a une maintenance des données qui vont aller dans plusieurs endroits, y compris le dossier patient. Il y a une question d'identification des problématiques qui peuvent arriver sur la partie stock, périmé, non conformité. Euh, pour moi, que des questions de logistique. Je voudrais juste repréciser deux, trois petites choses par rapport à votre intervention, hein, parce que c'est, enfin, pour la plupart, je pense, des participants au symposium, c'est un peu nouveau, comme en tout cas dans les propositions récentes. Je rappelle que c'est une prestation qui est proposée par Medtronic, mais par une division qui n'a pas pour objectif de vendre des dispositifs médicaux Medtronic, hein. Que l'objectif est d'aider effectivement à l'optimisation du processus logistique d'un établissement donné en libérant du temps soignant et en soutenant une évolution d'activité. D'accord? Donc ça, c'est important de bien l'intégrer. Euh, J'avais une question avant de revenir à une autre remarque de Dominique Thibault. Comment est-ce qu'on fait comment avez-vous fait dans les établissements avec lesquels vous avez travaillé pour, si on en reprend votre schéma de la diapo 22, accompagner finalement les opérateurs locaux, qu'ils vous lâchent la main d'un côté, et puis au bout de quelques temps, qu'ils reprennent la main effectivement sans s'être complètement désintéressés de tout ce process logistique. Alors, ça fait référence un peu là, à ce qu'Olivier a commencé à présenter, hein. De base, nous, on a constitué une expertise qui s'est accrue au travers des années. Et l'intérêt d'un tel projet, c'est d'arriver et de l'activer très rapidement. Donc, pour pouvoir l'activer rapidement, il faut évidemment avoir des ressources que nous amenons et qui vont permettre cette réinterrogation des processus, la mise en place, la partie IT, etc. En revanche, et encore plus, et là je rejoins une question qui avait été posée dans un contexte français, c'est majeur que les gens après se saisissent et finalement prennent ce projet au fur et à mesure du temps avec un transfert de compétences sur la partie de compétences qui ne serait pas acquise. Et pour nous, en fait, c'est là où, en gros, le projet trouve tout son essence. Euh, Notre intérêt étant que, après, en fait, ce qui est installé, en fait, continue ad vitam aeternam. Je vais Olivier? essayer de regrouper plusieurs questions Hmm. en une. Euh, Qu'est-ce qui fait que finalement la France vient à la suite de plusieurs autres pays européens et que votre prestation ne soit proposée que maintenant en France? Est-ce qu'elle ne concerne que des blocs opératoires ou autres types de services au sein de l'établissement ou finalement tous les services? Et puis, effectivement, avez-vous d'autres projets hospitaliers français ou avez-vous des projets hospitaliers français qui sont déjà activés autour de cette prestation? Alors, je vais commencer par la partie plutôt pourquoi la France maintenant. Euh, il y a 10 ans, quand on a commencé ça, il y avait des critères vraiment très différents entre la France et un certain nombre de pays. L'un des premiers, je dirais, c'est que la France est un des rares pays européens à avoir ses dispositifs médicaux gérés par une pharmacie centrale. Ce qui n'est pas le cas, en fait, dans la majorité des pays. Les plateaux techniques gèrent leurs dispositifs médicaux eux-mêmes. Donc, il y a une première point, c'était celui-là. Et donc, du coup, cette centralisation, elle apporte des choses dans un cas, elle en apporte d'autres dans d'autres cas. Euh, la logistique, il y a 10 ans,
n'était pas un sujet dans les établissements. C'est-à-dire, on est d'accord que c'est plutôt le Covid qui a montré ces problématiques de supply, qui a montré ces problématiques de rupture, la problématique d'avoir des gens, en fait, et vous le mentionnez, de tension de recrutement. On percevait pas ça comme un centre qui va être opérationnel et qui peut même faire du profit. Et donc, quelque part, c'était pas un sujet. Et on a vu, suite au Covid, ce sujet émerger et finalement dans un certain nombre d'établissements qui commencent à communiquer sur ses besoins, ses envies, ses volontés d'avancer sur la partie logistique et qui ont commencé à avancer. Et nous, du coup, là où il y a 10 ans, on a vu qu'il n'y avait pas de marché, ben finalement, on voit aujourd'hui qu'il y en a un. Et on a dû, du fait de notre expérience, adapter l'offre dont on disposait, chaque pays étant un peu différent. Mais si je prends un exemple, aujourd'hui, le NHS, on a en fait en Angleterre une empreinte qui est majeure sur cet espace-là. Olivier, je te laisse prendre le relais quand tu veux aussi sur certains des points. Oui, non. Et je pense qu'il faut aussi s'adapter aux besoins de chacun des pays. L'exemple du NHS est, à mon avis, intéressant. On va même jusqu'à faire toute la phase de sourcing. Donc, on achète pour l'établissement, donc IHS, hein, pas Medtronic, mais bien sûr IHS, et jusqu'à la partie facturation. Euh, Aujourd'hui, en France, on pense que ce n'est pas pertinent et ce n'est pas un besoin primaire des pharmacies et des hôpitaux. C'est vraiment de se concentrer sur comment on transforme ces organisations. Certains le font, beaucoup ont des entrepôts, de plus en plus, comme vous l'avez à Nantes, mais sur beaucoup d'autres CHU. Les LHT ont aussi forcé cette concentration des flux, des achats, mais aussi des flux logistiques, les pharmacies étant aussi dans le viseur de ces transformations, de ces regroupements. Donc voilà, c'est un certain nombre de transformations, et puis sur vos clients finaux, quand nous on intervient principalement sur aussi les plateaux techniques, bah, difficulté de recrutement au niveau des e-bods a aussi amené à se dire comment on peut leur soulager un certain nombre de tâches. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la dernière partie de votre question. Notre cœur de métier, on s'appelle tout de même Medtronic, donc une grosse partie des dispositifs médicaux que l'on destination des plateaux techniques, de blocs opératoires et de salles de cathétérisme. Donc ça a été notre clé d'entrée il y a 10 ans lorsqu'on a commencé, parce que c'était les problématiques qui nous étaient visibles. Euh, En revanche, ce qui est certain, c'est que lorsque un établissement transforme son circuit d'appro DDM, de la même manière qu'il ne veut pas avoir un circuit propre au fournisseur A versus le fournisseur B, il ne veut pas avoir une organisation, un IT ou que sais-je, différent pour les produits qui vont aller sur mes plateaux techniques et les produits qui vont aller sur les services de soins. Donc, notre approche derrière est clairement de couvrir l'ensemble, avec des process qui sont différents. Si on fait du plein vide dans un service de soins, une dotation globale, ça va pas être le même processus qu'un chariot opératoire qui arrive clé en main dans un plateau technique. En revanche, effectivement, de la même manière qu'on est exhaustif au niveau des fournisseurs, il faut qu'on puisse être exhaustif au niveau des différents sous-flux de dispositifs médicaux, donc bien couvrir l'ensemble de ces clients, services de soins, et plateau technique avec des approches un peu différentes, mais des outils et une standardisation et un niveau de qualité qui est le même. Il nous reste très très peu de temps. Comment faites-vous, une fois que vous êtes finalement approprié énormément de données qui concernent l'établissement, pour en assurer la confidentialité? Et un autre point qui est en lien un petit peu avec ça, c'est comment faites-vous pour développer des interfaces plus ou moins rapidement avec des systèmes, avec des services informatiques qui sont assez souvent complètement débordés au niveau hospitalier? Alors, je vais commencer par la première partie parce que il y a un fait, c'est que les données, c'est d'abord les données d'établissement, tout l'IT est dans l'établissement. Ce qu'on fait par contre, c'est qu'on fait du traitement de données pour cet établissement. Et ce traitement de données, par contre, on assure un certain nombre de choses. Déjà, on est indépendant et agnostique dans la gestion de ces données. On n'a pas de fait de privilégier des fournisseurs, des établissements ou autres particulièrement. On applique un Chinese Wall strict de barrières de confidentialité qui garantissent toute la partie données sensibles qu'un établissement serait en droit en fait de se dire je ne veux pas partager, ce qui est logique, hein, c'est pas le but de l'exercice. Et finalement, ben, et ça, on le fait déjà dans plus de 20 pays.
Et on a déjà des protections qui sont fortes, qui empêchent tout transfert entre quelqu'un qui traite les données chez nous et le monde extérieur. Et donc ça, finalement, cette question-là, moi, enfin, je la comprends. Euh, En revanche, on y a déjà répondu. Et finalement, il y a le deuxième point sur l'interopérabilité. Euh, Olivier vous a présenté deux grandes briques système. Elles sont basées justement sur des interopérabilités fortes pour pouvoir faire les déversements de data. Ça, on est entièrement d'accord. On a aussi précisé que, oui, on est d'accord, pour pouvoir avancer sur un projet multidisciplinaire comme celui-là, il faut qu'il y ait un agenda en fait dans lequel la DSI, la pharmacie, un certain nombre de métiers en fait dans l'hôpital sont rejoints et ça doit s'inscrire dans une feuille de route. Sans l'interopérabilité forte, on est d'accord que ça risque d'être plus complexe. Et c'est aussi pour ça qu'on insistait sur le côté que ce doit être un projet institutionnel et non pas le projet de la pharmacie ou autre, pour que voilà, on ait pris l'ensemble des parties prenantes, on s'en soit assuré, et puis qu'on ait un go décisionnaire qui, entre guillemets, arrive d'en haut sur ce projet, sur lequel, bien sûr, au préalable, on s'est assis avec la DSI pour se dire techniquement où est-ce qu'on va, et puis en termes de calendrier, comment ça s'inscrit. Et c'est deux étapes préalables à tout démarrage de projet qui sont nécessaires de faire avec eux. Bon, on a atteint la limite de notre exercice, hein, en 1 heure. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont plus ou moins complémentaires de celles qu'on a déjà posées. J'ai envoyé sur le chat l'adresse contact@eurofarmat.com qui vous permettra de poser des questions complémentaires que l'on soumettra à Vincent Payet et Olivier Arsac. En tout cas, merci à tous pour ces échanges. Merci à messieurs Payet et Arsac pour cette présentation. Et puis merci à Europharmat pour l'organisation globale du symposium. À très bientôt. On a les mêmes remerciements. Merci beaucoup. Également, merci à tous. Et n'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction. Merci.